Yo les Shrap Boys, bienvenue dans le 11e épisode sur la Syrah. 11e, ça fait long. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, merci d'avoir fait confiance à moi et en mon projet. Parce que je pense que si vous êtes là, vous connaissez à peu près le déroulement d'un projet automobile sur YouTube. Il y a deux cheminements possibles. Le premier cheminement, c'est celui que j'appelle le cheminement YouTuber. YouTube nous impose un certain rythme, tu vois, il y a une pression sociale énorme qui fait qu'un YouTuber a tendance à faire le swap, commencer par le swap, tout bâcler, tout faire de façon bancale pour qu'il y ait des épisodes, pour qu'il y ait du contenu à sortir et qu'en apparence ce soit fait, alors qu'en fait c'est ni fait ni à faire. On arrive rapidement au premier démarrage parce que c'est une vidéo qui est charnière, tu vois, c'est une vidéo qui marche bien. Les gens ils sont en haleine, ils sont là, waouh, ok ça démarre, c'est presque fini, on s'accroche encore un peu et ça va être un truc de fou. Sauf que là, vous avez sûrement été déçus plusieurs fois par les deux possibilités. La première, des excuses pour arrêter le projet, tu vois, faut noyer le poisson. Ou alors, chialer pendant un an et faire des vidéos où ça marchouille, mais ça pète, ça fuit, ça marche pas, ça machin, faut refaire. Faut corriger quoi, pour que ça marche à la fin. Là, tu as l'impression que je suis un connard et que je suis en train de tailler des gens, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est exactement ça que j'ai fait moi-même sur la playlist du Suicide Cart. J'ai fait ça, j'ai tabassé des vidéos ultra rapidement, j'ai tout bâclé le projet et à la fin, tu le verras jamais fonctionner vraiment, tu vois, efficacement parce qu'en fait, j'ai fait tellement d'erreurs en allant vite. Quand je dis « Ah, c'est bon, tant pis, je le ferai plus tard », je le fais jamais. J'y arrive pas. Donc, je referai plus jamais la même erreur et le cheminement que tu as vu sur le projet précédent, sur la Fista, c'est faire des épisodes, oui, mais par étapes. On commence par le swap moteur, on swap la transmission, on améliore le freinage, on arrive au circuit et faisceau électrique. D'ailleurs, ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a tellement de pièges, donc c'est pour ça que je fais une grosse vidéo dessus parce que tu verras que c'est pas évident. Prochaine vidéo, faisceau et premier démarrage et ensuite on tabasse Mosquito Drag Race. Voilà où on en est, accrochez-vous, on arrive à la fin. Dans la dernière vidéo, on aurait presque eu l'illusion que le projet touchait à sa fin. Tout était remonté dans la baie moteur. La vie est une pute, la vie n'est qu'une illusion. Pour la 40e fois, il faut qu'on tombe le moteur. Pour de multiples raisons, notamment je dois repeindre tous les supports moteurs. Si le moteur il a plus de support, il n'y a pas de moteur qui tient, donc il faut l'enlever. À l'arrière, le torque convertisseur de couple de la boîte automatique, ça pèse 25 kg cette merde, j'avais pas envie de le mettre. Et du coup maintenant il faut le mettre. Jimmy Boy. Voici Jimmy Boy, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est le pilote le plus chaud du 42, mais en passant aussi le beau-frère de Daddy. Je me demande si Daddy, en fait, il n'a pas eu d'autres chats à fouetter volontairement ce matin. Putain, mais dites-moi qu'il y a un pont. Change pas de main, je trouve ça bien. Là, ton petit frère, ma bonne. Mec, c'est fat. J'ai vraiment fait comme dans Armageddon sur la bombe. J'ai fait ça sur la miniature l'autre fois. Mec, il est gros en vrai. Ouais, ça me le disent tous. Oui. Mais tu leur as pas encore rentré une 8 HP. Là, tu vas voir ce qu'ils vont me dire. Ça mérite un petit sirop de litchi tout ça. Sirop de litchi? C'est quoi ce machin sans alcool? Je crois que dans le top 3 des trucs que je déteste le plus faire, la peinture elle est en plein dedans. Mais heureusement qu'il y a des jolies demoiselles pour m'aider à le faire à ma place. Tout ça avec cette magnifique peinture Rectum que j'ai payé 80 balles le pot. Pas de gaspillage, hein. 80 balles le pot. Là-dedans, il y a tout l'argent des restos que je t'ai pas payé qui est parti. Tu préfères les restos ou la peinture? Tu veux la réponse de l'abonné ou la réponse de la copine? La réponse de la copine? Non. 2 jours plus tard, les supports moteurs sont tous peints, tous secs. Donc tu constates que c'est loin d'être une œuvre d'art. De toute façon, ça le sera jamais. Là, peint comme ça dans le noir, une peinture Restom avec un pinceau, ça donnera jamais de bons résultats. Un grand génie alcoolique m'a dit un jour, tout ce qui se voit pas est une belle prépa. Donc ceci
est une belle prépa. Avant de continuer, je tenais à remercier Autodoc, mon sponsor de longue date de pièces automobiles neuves. Vous commencez à connaître la chanson, c'est chez eux que j'achète toutes mes pièces auto qui sortent un peu de l'ordinaire. Je bosse sur des Ford avec des moteurs Honda, donc forcément je galère un peu pour les pièces. Et dès que tu sors du standard Renault, PSA, Volkswagen, BMW, t'es vite embêté pour trouver de la pièce. Et Autodoc, ils ont des stocks tellement énormes que tu trouveras à peu près tout. Et surtout à des prix très concurrentiel. Pour preuve, l'autre jour, en levant le moteur, on a accroché le capteur cam, donc on l'a pété. Forcément, j'étais ultra salé, parce que je sais que neuf chez le constructeur, c'est 70 balles. J'avais pas très envie de les payer, tu vois. Donc, j'ai dégainé mon téléphone avec l'application mobile. Pourquoi je le répète? Parce que les prix sur l'application sont beaucoup moins chers que sur le site internet. C'est comme ça. J'ai rentré mon modèle de véhicule ou tout simplement la plaque ou encore la référence. Je descends dans moteur, capteur arbre à cam et là tu vois j'ai énormément de choix possibles. Moi je me fie toujours aux marques les plus connues comme par exemple NTY ou Hella. Hella qui est une excellente marque qualité OEM. Donc pour 14 €, tu ajoutes au panier et boum. Tant qu'à faire, n'oubliez pas mon code promo qui s'affiche ici, Ultimate Making, qui vous donne moins 5% sur tout le site, sauf sur les pneus ou les pièces de poids lourd. Voilà, amusez-vous bien, les liens sont en description, on passe à la suite. Du coup, j'ai découpé une encoche dans la cloche de boîte pour y faire passer la tête du démarreur, vu que forcément c'est pas la boîte d'origine, donc le démarreur il est pas au bon endroit et il faut défoncer un peu la cloche de boîte. Et maintenant, on va remonter définitivement le convertisseur de couple et le kit. Donc, je le rappelle, PMC Motorsport, c'est des Polonais. Ils sont vraiment super bons. Ils font tous les kits d'adaptation sur tous les moteurs à minimum connus avec des boîtes à minimum connues. Tout est taille EMA, c'est fait maison chez eux en Pologne. Tu vois, c'est absolument magnifique. Donc, on va monter le volant moteur sur mesure et par-dessus le convertisseur de couple. Je vous mets le site en description. Ils sont moitié moins chers qu'à la concurrence. Genre ce kit complet, la plaque sandwich plus volant moteur et la visserie qui va avec, il y en a pour 800 et quelques euros. On va évidemment réutiliser les vis de volant moteur d'origine. Petit souci néanmoins, j'en ai perdu une. Bonjour monsieur Zach. T'aurais pas une petite vis de Honda dépannée? Une vis de volant moteur? Ouais. C'est ça que tu cherches? Ouais, exactement. Allez, merci. Ouais, j'adore ton t-shirt. Hein. Ah, mais c'est encore un B, ça. C'est la série D. Un D, ouais, mais B, Le D. B, je l'ai vendu. J'espère que tu l'as pas payé trop cher. Celui-là, 100 balles. Le moteur à la Bon, base. bah ça va, ok, j'ai rien dit. C'est cool, t'as tout monté sur CN Block et tout, c'est propre. Ouais. T'as fait un bon montage. Faut que j'y améliore un petit peu, mais déjà pour le moment, ça fait un petit montage. Filtre green. Ouais. Avec le daddy ici présent, on a extrait le roulement. Ici, il y avait une espèce de palier. Et là, il y a un autre centreur qui est fourni avec le kit PMC. Je sais pas comment ça monte, mais normalement comme ça. Probablement en tapant dessus. T'as pas plus petit comme marteau? Très bien. Ah, t'as vu la sonner. Et puis maintenant, faut faire encore plus. Là, je suis au bout de la clé. T'as combien là? 220 et il faut genre faut 1 million. Allez, c'est rare. Bon, super chelou, hein, y a plein d'étages à mettre, ça fait clic-clic, il faut le branler jusqu'à ce qu'il rentre. Mais c'est dedans, et maintenant on prend la boîte avec cette merde et on la visse là-dedans. Enfin, on la visse là-dedans par derrière. Parce que là, il y a des vis qui doivent rentrer par derrière, là. Bien dégueulasse. Mec, y a rien en vrai. Y a rien. Bon, tant mieux. Mais Bon, en tout cas, ça doit pas se vidanger. il y a un mec qui bosse dans les ZF qui m'a dit tu peux pas vidanger. La procédure, c'est de remplir 2 fois la boîte et la vider pour faire la vidange et un nettoyage complet. C'est de la merde. Je vais pas mettre 40 litres d'huile. De toute façon, dans tous les cas, tu vas la faire tourner ton truc et tu vas peut-être la revidanger, ton huile de boîte après. Bah, j'aimerais éviter de faire ça. Mec, tu l'as pas payé. Arrête de faire ta fine bouche. Mais je l'ai pas payé, mais c'est pas un prétexte pour gâcher.
kryptonite. Je suis une pince à Staline. Pince monseigneur, le machin. Déjà. Oh, sa mère la chienne. Oh, oh là là. Oh. Non, Le roumain n'est pas fiable. c'est pas très en équilibre. Notre vie n'est que souffrance. Là, je me mets en position squat, là. Ah, il est coupé dessus en plus, c'est super. Là, c'est vachement mieux déjà. Wow. Le moteur et la boîte sont appairés de façon définitive. L'alternateur est mis en place, tout est bien, tout est serré. Et avant de tout remettre dans la baie moteur, on a cette languette. En fait, cette languette, ça sert en fait de blocage de l'axe de sortie ici de la boîte. En fait, ça bloque les freins arrière, c'est le mode parc. Donc il faut qu'on fasse une sorte de frein à main qu'on va tirer dans l'habitacle et on va se servir pour déplacer la voiture sans mettre la clé et démarrer tout simplement. Le problème, c'est que cette languette là, c'est de l'acier trempé et donc ça ne se perce pas sauf avec des forets carbure. Alors ça, c'est un foret en carbure de tungstène et donc tu peux percer l'acier trempé avec des forets carbure. Merci encore une fois à des abonnés qui m'ont filé du matos d'usinage, dont ce petit foret qui forcément me servira un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ultra dangereux par contre de percer avec une perceuse à main parce que ça, c'est extrêmement cassant et j'ai très très peur de le péter. Non, putain! Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je viens de casser 40 balles. Mais le trou est fait, allez nique. Et ensuite, pour faire la tirette, on va utiliser du câble à vélo. Résultat, ça fait une petite boule au bout et les fils restent soudés ensemble. Voilà, c'était la petite astuce du ghetto du jour. Le support de câble, il est fait. Ici, j'ai fait un perçage taraudage en M6. À la base, il n'y avait rien du tout. Et il nous manque une petite vis de tension là. Donc forcément, je redégaine les boîtes de roumain de petites merdes accumulées au cours de toute une vie. Je suis sûr qu'elle est quelque part. Des gicleurs de gaz, non. Des petites soupapes de carburateur, flotteurs de carburateur. Petite seringue de kétamine, toujours pas. Peut-être ici. Cette boîte, elle m'inspire. Non. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas. Ici, peut-être. Peut-être là. Oh. Article 10, très important. Tu stockeras plein de merde en te disant qu'un jour, ça servira. Et ça, c'est universellement vrai. Ha, yeah boy. Et voilà le système de tirette. Donc on va devoir faire un truc pour tirer sur le câble. Parce que c'est super dur, mais bon, bref, t'as compris. Ah, vas-y, ah bah là, il part de l'autre côté. Ah, c'est bon, nique ta mère. Oui. C'est bon? Ouais. Ah, super. Ça va? Putain, on se croirait dans Fast and Furious. Oh là, oh là, oh là, oh, tu fais partir ta sauce trop tôt. Oula. Descends encore. Ok, stop. And to give you up. Never meant to let you down. Allez. Quoi? Allez. T'es super lent. Comment ça, je suis super lent? T'es super lent. Ouais, bah écoute, on n'a pas tous 30 années d'expérience, hein. Moi, je les ai pas. Hein? Ça n'empêche pas que t'es lent. J'ai envie de te cracher dessus d'ici. Oh, c'est gentil, ça, dis donc. Et bah, tu sais quoi, ton alimentation stabilisée, eh ben, tu l'auras sur Amazon. Non, j'irai te la chouraver pendant la nuit. T'es trop gros pour sauter par-dessus le portail. Oh mec, je suis T'es un ninja du ghetto. un vrai ninja. Donc oui, j'ai ce qu'il te faut. L'autre, c'est quoi? Regarde, c'est ultra sexy, on dirait un truc de centrale nucléaire. Pour la 40 millième fois, le moteur, il est dedans. Mais il y a juste le moteur dedans. Et on n'a toujours pas commencé le sujet de la vidéo.
J'ai vraiment pas le temps de niaiser là. Remontage Blitzkrieg. La baie est remontée, on peut enfin commencer le vrai sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et oui, parce que le thème à la base de cette vidéo, c'est l'intégralité des circuits de fluide. On va essayer de poncer en une vidéo tous les circuits de la voiture. Là, ça va peut-être te paraître bête. Le mec, il fait une vidéo entière pour tirer des durites. Et ben, tu verras dans cette vidéo qu'il y a énormément d'astuces, énormément de pièges dans lesquels il ne faut pas que tu tombes. Les circuits, on va commencer par le circuit d'essence, circuit d'huile moteur, huile turbo, retour, etc. Ça, c'est le plus facile. Circuit d'huile de direction assistée. Quand tu as 100 bars dans un circuit, et surtout quand tu essayes d'adapter une pompe de direction assistée Honda avec une crémaillère de direction assistée Ford, eh ben, il va falloir bien se débrouiller. Et enfin, le système complet de liquide de refroidissement avec le bocal d'expansion et tout ça. Et on commence par le circuit d'essence avec réservoir tampon. Premier boulot de merde. Alors, il va falloir commencer par tomber le réservoir d'essence qui se situe juste là. Parce qu'il a 40 ans, il est complètement pourri par la rouille. Deuxièmement, parce que les sections des durites qui partent, elles sont trop petites. Et troisièmement, parce que la jauge à essence, elle est morte, elle lit plus rien. Allez, on se motive. Dubstep. Le capteur de niveau d'essence, ici, il est mort. En fait, à force d'avoir fait rempli, vide, rempli, vide, rempli, vide, le flotteur, tu sais, il y a un balai qui frotte une piste électronique et cette piste, elle est usée, tu sais, elle est coupée limite. Merci encore une fois à l'abonné, Monsieur S, qui a plein de pièces Ford, notamment des pièces Cosworth, et qui m'avait vendu à bas prix mes trains arrière. Donc c'est le même Monsieur S qui nous a fourni, pas cher du tout, un réservoir de Cosworth, quasiment neuf, donc tu vois il est magnifique, hein, franchement limite sortie d'usine. Surtout on a une jauge à carburant qui fonctionne. Par contre, le souci, c'est que cette jauge Cosworth, elle a 3 fils, alors que la jauge d'origine, elle a un fil. C'est quoi ta nouvelle passion maintenant? C'est passion mob? Waouh! Je tape une lubie chaque année. Chaque année un nouveau délire. Ça, c'est comme le resto pourri que t'as dans ta rue ou dans ton village. Tu sais que c'est pas top. Et chaque année, tu y vas en te disant que ça va être un peu mieux que l'année d'avant. Et c'est nul à chaque fois. À la Brel, c'est pareil. Au printemps, chaque année, j'en remets une en rouge, je la modifie. Je me dis que ça va être top. Et à chaque fois, c'est de la merde. Tu tombes bien, j'ai une question existentielle. Ma jauge, là, est-ce que tu as une idée pourquoi j'ai 3 fils sur ma jauge au lieu d'en avoir genre 1 ou 2? Voilà, tu dois avoir ta masse là, pour le corps. Ouais. Ça, c'est sûr, la masse, elle est là. Elle t'es montée sur quoi? Ça, c'est du Cosworth. À mon avis, tu dois avoir. Bah, t'as une piste pour le niveau là, qui te donne la résistance pour avoir ton niveau d'essence. Il y a 3 pistes et il y a 3 balais sur 3 pistes. Tu dois avoir une alarme aussi pour le. Tu sais, quand t'as le témoin au tableau de bord qui s'allume que t'as sur la réserve. Possible. Et des fois, t'en as certaines qui ont une 3e piste pour le sous-niveau. Tu sais, ils le font en 2 temps. Tu vois, cette prise, c'est encore une chibrerie Ford qui n'existe pas. J'ai découpé ça dans mon faisceau habitacle. Il y avait parmi les trucs de merde qui sont pas branchés, j'ai trouvé ça, je l'ai coupé. Donc il reste les fils qui branlent pour rien, mais bon, je m'en tape. Je vais mettre ça, ça ne rentre pas dans la prise, je la passe autour. Tu vois, parce que ça rentre pas, elle est un poil trop épaisse, mais elle a la même forme. Je la passe autour, je la baisse dedans et j'ai une chance sur 3. Voilà, t'as ton alarme. Faut que tu te le mettes sur le fil qui correspond à la piste et tu vérifies à ton tableau de bord que comme ça, genre t'es à sec et là t'es full. Et que entre les deux ça marche. Ouais. Tu comprends? Ouais, avec le voltmètre. Vaut mieux que tu le fasses avant que ça soit tout refermé. Ok. Parce que ça se trouve, t'as pas les mêmes valeurs de résistance. Improvise, adapt, overcome, comme on dit. 22, putain, c'est les mêmes. 23. Et là en bas, 160. Ouais, 143, tu vois. Bah, c'est juste le vert au final, je m'emmerde pas la vie. Et une fois de plus, le vieux joint d'origine complètement sec et crevé et pas fait pour l'éthanol, on le remplace par un joint torique en Viton. Voilà. Ouh, Lobby Boy. Je sais pas pourquoi j'ai changé avec l'âge. Tu sais, plus je grandis, plus je deviens maniaque. Avant, je faisais tout à l'arrache. Et maintenant, bah, je fais genre... Tu sais, je m'applique vraiment, sincèrement, tu vois. Enfin bref.
Tu vois, quand je te dis que je suis maniaque, avant je l'aurais défoncé au marteau. Maintenant je prends une cale en aluminium pour taper ça gentiment et sans l'abîmer. Je suis peut-être devenu fou. Nickel, ok. Réservoir remis, une bonne chose bien chiante de fait. On peut passer au réservoir tampon. Sans déconner, tu regardes, en rabaissant les sièges arrière, il y a tellement de place dans la longueur de cette voiture qu'au final, je touche même pas le fond. Oh, c'est incroyable. Bah, tu sais quoi? C'est ultra confort et j'ai même pas bougé les sièges. Bah ouais, prochain mosquito, je dors dedans. Ça m'économisera des thunes. Ah, ça y est, on peut enfin passer au circuit de carburant. Alors, accroche-toi bien, c'est un gros morceau et c'est surtout bourré de pièges. Les pièges que je vais te dire, personne te les dira et si tu sais pas, t'es dans la merde. Donc, réservoir tampon, ce qui veut dire que c'est complètement étanche. Tu vois, ici tu as un joint torique, il est super bien conçu. Honnêtement, hein, c'est un réservoir tampon de chez OBP. Je voulais essayer ce modèle, il me faisait de l'œil. Et bah voilà, taille et masse, il est sympathique. Il a 2 ports si tu veux mettre 2 pompes à essence, tu vois. Tu aurais pu me dire de mettre un réservoir d'essence à l'intérieur du coffre. Sauf que justement, j'ai pas envie de sacrifier mon coffre. Et surtout, quand tu mets un réservoir dans le coffre, les vapeurs d'éthanol et d'essence et tout, quand tu conduis, tu deviens fou. Il faut un tampon parfaitement hermétique, qui ne fait pas de bruit, qui ne pue pas, qui voilà. D'où le réservoir OBP qu'on va caser quelque part sur le côté. Et la raison pour laquelle j'ai pris celui-là, c'est parce qu'il est fait pour les pompes immergées. Comme je t'ai dit, je déteste le bruit. Et donc les pompes immergées, elles font moins de bruit parce que du coup, c'est absorbé par l'essence à l'intérieur. 3 litres de contenance, il est discret. Sneaky, tu peux le caser quelque part de façon assez discrète et assez compact, tu vois, il n'est pas trop intrusif. Premier piège, que ce soit chez OBP ou chez d'autres fabricants, regarde bien tous les joints que tu as sur ton réservoir et sur tout ton système parce que tu ne sais pas si c'est du NBR ou s'ils ont vraiment été prévus pour l'éthanol et s'ils ont mis du Viton. Alors OBP, c'est une marque anglaise. En Angleterre, ils n'ont pas spécialement l'éthanol, donc je doute fortement que ce joint il soit compatible à l'éthanol. Donc, on le remplace tout de suite par un joint équivalent en FPM, autrement dit du Viton. Ensuite, pour remonter le carburant, j'ai pris une pompe de chez Citec typée 044. Note bien que ces pompes-là, elles ne sont pas faites sur le papier pour le 85. Tu les retrouveras chez d'autres vendeurs qui voudront refiler ça en marquant compatible E85. Mais concrètement, sache-le, c'est à tes risques et périls. Moi, je prends le risque parce que les gens, globalement, ils ont des bons résultats, ça a l'air de tenir. Mais note bien que ça n'a jamais été fait pour l'éthanol. Ça, c'était le deuxième piège. Enfin, c'est pas un gros piège, mais prépare-toi. Troisième chose, la pompe immergée. C'est la pompe, la Wellabro 525 litres/heure. Et ces pompes-là, elles sont montées d'origine sur les Dodge Hellcat américaines. Donc voilà, les plus grosses pompes du marché en immergé. Elles crachent jusqu'à 700 chevaux, il n'y a pas de souci. Par contre, un truc qui m'agace déjà, regarde dans le paquet. Ça là, c'est le troisième et plus gros piège. Regarde ce qu'il y a marqué sur la durite. C'est marqué NBR. Et le NBR n'est pas compatible à l'éthanol. Déjà, quand tu passes de l'éthanol dedans, ça aime pas. Mais alors, si en plus tu l'immerges dans l'éthanol, alors là, je te donne pas 2 semaines et elle va péter. Je te mets une photo de ce que ça donne quand elle pète. Voilà, comme ça, tu le sais. Donc, cette durite-là, c'est poubelle. Les seuls durites E85, tu vois, submersible fuel line hose, c'est la Gates 27093. Elle est faite pour, certifiée pour, selon la norme 30R10, immergée, etc. dans l'éthanol. Mais pour moi, la meilleure alternative, c'est les accordéons en téflon comme ça. Alors, en ce qui concerne le chapeau de mon réservoir tampon, tu vois, j'ai tout monté en raccord hydraulique standard. Je te les présenterai tout à l'heure, c'est FlexDaddy qui me les a envoyés. J'ai usiné un petit téton comme ça, un petit raccord à bourrelet. Petit joint téflon
évidemment, hein. On va pas utiliser du NBR, je crois que tu l'as compris. La pompe Wallabro 525 litres. Je lui ai mis un tuyau rigide que j'ai trouvé dans mon carton de merde oublié. PTFE, pile du bon diamètre. Jésus a parlé. Et il restera à mettre une tige en fait qui va venir maintenir la pompe. Et raccorder les fils électriques. Donc je pense que je vais le mettre quelque part comme ça, dans un coin, tu vois, un peu sur le côté pour qu'il prenne pas de place. Tout ce qui a besoin de pas faire de bruit, de pas vibrer, de pas être chiant, et bah tu le montes sur Silent Block. Donc on va les monter en dessous, on va lui faire une petite plaque. Je te rassure tout de suite, les signes satanistes c'était juste pour trouver le centre. Tout va bien, hein. Au fond du coffre là, la surface elle était trop pas plate, c'est tout gondolé, ça m'a saoulé. Donc j'ai mis des inserts filetés, tu vois, parce qu'on est quand même voilà, des gens respectables. Et j'ai fabriqué une tôle en alu qu'on va visser au fond et ça, on va le mettre sur ces petits Silent Block. Là on a l'arrivée d'essence en bas du réservoir, on a le retour. Et du coup, la pompe à essence, faut qu'on lui fabrique un support quelque part par ici. Voilà un petit support fait maison pour la pompe. Comme d'habitude, monté sur Silent Block de chaque côté pour pas que ça vibre, que ça fasse des bruits horribles et tout ça. On va faire une petite expérience sur les filtres d'injecteurs, comme cela. Alors je sais pas si tu en as déjà vu des filtres comme ça, pourtant c'est extrêmement commun dans les véhicules d'origine. Peut-être que tu n'as jamais fait gaffe, mais en fait quasiment tous les injecteurs d'origine, les constructeurs leur mettent dans la tête ici, ils leur mettent un petit filtre comme ça. Alors là tu vas te dire c'est de la branlette, ça sert à rien, c'est bon j'ai un filtre à essence, j'ai pas besoin. Ouais, sauf qu'en fait toi quand tu montes ta bagnole dans les cailloux ou chez toi dans la merde, moi, le premier, j'y mets des poussières, des conneries, je les tripote avec les mains dégueulasses. Quand je monte mes durites, il y a des petits schraps et tout ça. Et tous ces petits schraps qui sont en amont de ton système, et bah, au premier démarrage, ils vont bourrer les injecteurs et puis ça va faire de la merde. Donc, oui, j'ai un filtre, mais tout ce qui est derrière le filtre ne sera pas filtré et crois-moi qu'il y a un paquet de merde. Donc, je me suis dit, à 4 € le lot de vin sur AliExpress, oui. Tu vois, oui, je vais monter des petits filtres comme ça, en plus de mon filtre à essence. Mais la grande question est maintenant de savoir, est-ce que ces petits filtres, est-ce qu'ils vont limiter le débit des injecteurs? On va mettre 3 injecteurs dans la machine ici, avec des filtres, 3 injecteurs sans les filtres. On va lancer un cycle, on va voir le débit tout simplement avant et après. À part celui-là qui cum genre 2% de moins, ce qui est absolument pas dramatique, hein, ça va rien changer à la vie de personne. Ces 3-là, ils avaient des filtres, ces 3-là n'en avaient pas. Pour moi, il n'y a aucune différence concluante. Donc concrètement, je vais monter des filtres sur tous, sans arrière-pensée, sans me dire que ça bride. En tout cas, ça c'est sur des 1000 cc. Peut-être qu'avec des 1500 cc ça bride, j'en sais rien, j'ai pas essayé, mais sur des 1000 ou en dessous, je vois pas de différence en fait. Allez, pas de temps à perdre, on monte tout ça. J'ai déchrapé tous les trous, tu vois à l'intérieur il y avait un petit peu de copeaux d'usinage. Je vérifie toujours chaque pièce systématiquement qu'il n'y ait pas des copeaux et peu importe le fabricant il y en aura. Donc surveille ça bien. Et puis voilà, on remonte les injecteurs un par un et ça va être la guerre. La guerre. Ouh là là, comment ça slide dedans, c'est magique. Voilà, tout est en place, tout est positionné de façon définitive et on peut enfin attaquer le vrai sujet originel de cette vidéo qui est les circuits. Premièrement, je dois cracher une fois de plus sur les raccords AN. Le souci des raccords AN, c'est que vu que c'est devenu ultra mainstream, les Chinois ils se sont mis à fabriquer des raccords AN qui sont de mauvaise qualité pour la plupart et il est impossible de savoir avant d'acheter quel sera un bon raccord AN et quel sera un mauvais raccord AN. Et il y a 98% de très mauvais raccords AN. Le problème en fait de ces raccords, c'est que toute la force de serrage réside dans cette petite goupille de merde là que tu trouves ici. Et donc en fait, si tu le serres trop parce qu'il fuit,
eh ben, il va fuir quand même parce qu'il va se foutre de travers et il va péter. Si tu le serres pas assez, il va se balader dans tous les sens et il va fuir. Donc il n'y a aucun moyen de faire un serrage fiable et répétable. Et si tu y arrives, ça peut arriver, mais c'est limite du hasard en fait, c'est de la chance. Donc en fait, il est là le problème. Il existe des raccords à N de qualité. Il en existe du Goodridge chez GT2i ou du Speedflow ou d'autres marques, mais il faut être prêt à mettre 40 € dans un raccord de qualité en fait. Si tu n'as pas le budget d'acheter des raccords à N de qualité, n'achète pas des raccords à N. Tu as deux possibilités. Première possibilité, téton à bourrelet comme ça, monté avec des bons vieux colliers de serrage. C'est pas cher, ça coûte rien, c'est fiable et surtout ça se dépanne sur un bord de route. Deuxième possibilité, les raccords hydrauliques standard, ultra méconnu comme méthode. C'est ce que tu retrouveras sur les tracteurs, les pelleteuses, les engins de chantier, dans l'industrie, pneumatique, hydraulique, etc. Et ce qui est cocasse, c'est que regarde, prends ce raccord qui s'appelle en fait, ça s'appelle un GIC 9/16e 18 filets par pouce, une connerie comme ça. Et tu prends ça à côté, qui est un bon vieux AN6 de Kikulol. Tu les compares. Dis-moi la différence entre les deux. Bah, il n'y en a pas, parce qu'en fait, c'est exactement la même norme de fabrication, c'est exactement compatible, c'est tout pareil, c'est juste que ça s'appelle des raccords GIC. Voilà. Ça, je ne l'ai pas sorti de mon cul, donc merci encore Michael de chez Flexhydro, qui est un abonné, tout simplement. Et ça, tu te doutes bien, ça coûte beaucoup moins cher que des raccords à N, parce qu'il n'y a pas encore eu l'inflation, c'est la taxe branleur qui coulole Racing dessus. C'est pas Racing, c'est juste des raccords de pelleteuse. Donc voilà, ça tient la pression, c'est super fiable. C'est des raccords GIC, ça s'appelle juste différemment. On va monter toute la voiture avec ça et ensuite on pourra mesurer les longueurs de durite qu'on pourra envoyer chez Michael, l'abonné de chez Flexhydro, pour me faire des raccords Certi hydrauliques sur mesure en téflon. C'est ça qui est beau avec les abonnés. Ce qui est encore plus pépite avec ces raccords, c'est que là, tu as une rondelle avec un joint torique intégré. Tu les visses et ensuite tu peux les positionner et verrouiller la position avec un contre-écrou que tu serres. Et c'est ce contre-écrou qui va faire l'étanchéité. Donc c'est juste ultra fiable en fait. Maintenant, il va nous falloir choisir un régulateur de pression de carburant qui en vaille vraiment le détour. C'est-à-dire un régulateur qui assume les débits monstrueux qu'on va lui mettre dans la tronche, qui ne crée pas de restrictions sur ton réseau de carburant, parce que mine de rien, ça arrive très souvent dans les projets de véhicules hautement emmerguezés, que les pompes à essence éclatent, qu'elles crament. Alors on accuse souvent la pompe d'être de mauvaise qualité, mais on ne se pose jamais la question pourquoi elle a cramé. Parce qu'en fait elle a trop forcé. C'est-à-dire qu'il y avait des restrictions quelque part sur ton système de carburant et la pompe est forcée tellement fort pour tenir le débit et la pression qu'on lui demande que elle a fini par cramer, surchauffer ton essence, tes durites, etc. Carnage. Troisièmement, un régulateur qui tienne vraiment l'éthanol. Mais genre vraiment, tu vois, pas juste compatible E85, tu vois, genre du marketing. Non, que ça tienne vraiment dans les années, que dans 4 ans, le truc il soit toujours là, quoi, qu'il n'y ait pas de problème. Et pour ça, oui, il existe encore des produits aftermarket de qualité. Je te présente GFB, Go Fast Beat, quand on a une grosse et que tu vas aller vite. Et là, tu vas me dire, GFB, c'est quoi ça? Je connais pas. Eh bien, c'est normal, ils ne payent personne en France pour dire que c'est bien, donc personne ne connaît forcément. C'est du matériel australien. Et le tuning en Australie, c'est ça. Voilà, tu vois que nous et les Australiens, on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Ce produit-là, c'est le genre de choses qui est monté sur des dragsters qui lèvent comme ça en départ arrêté. C'est de la qualité et surtout le débit absolument monstrueux. Tu peux faire passer plus de, je sais pas, entre 1000 et 1500 chevaux à travers ça. Je dis pas que je vais le faire, mais au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de restriction. Et surtout, c'est vraiment compatible pour de vrai à l'E85 et au méthanol. Il y a 3 conditions pour qu'un régulateur soit vraiment compatible à l'éthanol. La première, c'est l'anodisation, pas juste extérieure pour faire joli, pour faire tuning, mais surtout à l'intérieur. Parce que cette couche protectrice d'anodisation, elle évite que l'éthanol et l'aluminium soient directement mis en contact. Parce que dans le temps,
Sous certaines conditions, notamment si ça chauffe, etc., si c'est humide, eh bien, l'éthanol et l'aluminium font une réaction chimique que je te montre à l'écran. Ça fait une espèce de pâte, un précipité dégueulasse. Et les conditions sont encore méconnues et personne n'en parle. Mais mine de rien, il faut garder ça à l'esprit parce que ça peut arriver. Ensuite, il faut que la membrane à l'intérieur soit du Viton, pas du NBR ou des membranes un peu nulles. Et il faut que tout ce qui est à l'intérieur soit en inox avec une soupape en téflon pour encore plus d'étanchéité et pour éviter que l'inox avec le ressort martèle vienne marteler la face de la soupape. Et ça coche tous les critères. Ce régulateur, tu te dis peut-être qu'il est tout petit, tout gousi-gousi, comme Madame le Pompounet, si présent. Gousi-gousi-gousi. Mais non, le sous-estime pas. Parce que ce petit machin-là, il peut faire bien plus que 1000 chevaux. Regarde, tu as 2 entrées régulées de chaque côté. Donc tu peux le monter sur des doubles rampes ou des énormes V8 ultra tunés. Mais aussi, tu as 2 entrées 1/8. C'est-à-dire que tu peux à la fois mettre une jauge visuelle, un capteur sur le calculateur, tout en même temps. Et tu peux calibrer ton capteur en te fiant à la jauge. Et ça, c'est de la folie. Et la garantie, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Non, c'est garantie à vie. À vie. C'est-à-dire que tu l'achètes, tu le montes, et puis ciao, bye. On n'en parle plus, et c'est exactement ce que je voulais. Là, tout de suite, il faut que je me fasse une barre anti-rapprochement à l'avant. C'est pas mécanique la raison pour laquelle je veux mettre une barre. C'est pratique. Ça va juste être un support pour mettre 1 million de merde dessus. Voilà, il me la faut. Insert fileté opérationnel, j'espère que ça va tenir. Petit aparté pour vous dire que si le projet avance, si tout roule, tout monte bien, il y a de la belle pièce, etc. C'est pas que grâce à mon travail et pas que grâce aux sponsors. C'est aussi beaucoup grâce à l'investissement de certains abonnés. Ici on a une fois de plus un magnifique colis de mon découpeur de l'ombre, aka Major Laser. Et la petite histoire, c'est que le matin, je lui envoie les fichiers. L'après-midi, il a déjà tout découpé. Il a fait partir le colis chez Mondial Relais. Donc c'est incroyable. Merci à toi. Et en plus, regarde. il m'a fait une pièce de plus au cas où je me trompe. Tu vois, j'en ai commandé genre 4 et lui, il m'en a fait 6. Et ça, là, ces espèces de petits ponts, petites rondelles bizarres, ça sert pour mes cardans sur mesure et pour ma transmission. Les vis, elles vont passer au travers et ça va faire un serrage régulier tout autour. Voilà, merci encore Major Laser. Major Laser qui désormais sera promu au rang de maître site. Yeah boy! Voilà le résultat. Alors je te montre d'un petit peu loin, comme ça tu as le temps de voir si c'est parallèle et me dire en commentaire que ça ne l'est pas. Forcément j'ai fait ça au pifomètre. Là tu pourrais me dire que le bouchon, j'arriverai pas à le sortir. Bah si, ça sort. Donc ça c'est vraiment 100% de la chatte parce que je ne l'ai pas vu venir. Et ici j'ai des portées de... Putain mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Vas-y c'est bon, c'est fait. Oh, oh wow. Ça passe, il reste 1 cm de marge. Ça, c'est ce qu'on appelle du pifomètre de haute voltige. Niveau barre anti-rapprochement, c'est terminé. Tout est soudé en plein. Et d'ailleurs, ici, au niveau des fixations, vu que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se chourave, je lui ai mis des vis de culasse d'occasion de Ford Zetec. Et comme dirait notre cher Scheim... Insert fileté parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et boum. Bon alors tout à l'heure tu as compris que pour les régulateurs de pression d'essence c'est important. Donc j'ai pris parmi la plus grosse qualité qui se trouve sur la planète. Par contre en ce qui concerne le filtre à essence, à mon avis, tu me dis si tu as eu des mésaventures, c'est toujours intéressant. Donc écrivez-moi en commentaire. Mais à mon avis il ne faut pas non plus nous prendre pour des pigeons. Ce que je veux dire par là c'est que si tu cherches des filtres tuning haut débit machin de grosses marques, sur internet, tu vas les payer 200 balles. Je répète ce que je viens de dire, tu vas payer 200 balles pour un putain de passoire en inox. Voilà, à mon avis c'est complètement stupide, sachant qu'il existe quasiment la même chose en Chine, AliExpress, 15 €. Ce filtre là,
Ça a l'air d'être exactement la même fabrication que sur les grosses marques, hein, je ne vois pas la différence. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais en tout cas, la qualité d'usinage et de filtre ont l'air tout à fait correctes. Par contre, gros point noir, tous les joints toriques. Comme je vous le dis et je le répète, tous les joints toriques qui se trouvent ici, c'est poubelle. Donc on les remplace par du FPM. Il y en a pour 10 € avec les frais de port, donc pour 25 €, on a un filtre Racing haut débit AliExpress. Alors voilà, donc tu as vu, j'ai mis des raccords de pelleteuse partout sur la voiture, sur le rail d'essence. Mon régulateur ici, il est fixé définitif. Raccord de pelleteuse sur l'huile de direction assistée, sur le retour, enfin l'arrivée d'huile au régulateur de pression de turbo qui va aller au turbo. Mon huile de boîte, mes radiateurs d'huile moteur, etc. Bref, j'ai à peu près toutes mes positions et maintenant il faut que je définisse les longueurs pour toutes les durites sur mesure. Alors pour ça, ma technique c'est celle du fil de fer, enfin fil d'aluminium, tu vois, c'est une baguette de soudure. En imaginant le tracé que je veux, par exemple, pour rejoindre le retour de la rampe au régulateur, on va le faire ensemble, mais tous les autres, je les ferai hors caméra. Je vais y mettre un coude à 90 pour que ce soit sexy comme ça. Boum. Et ensuite, je plie à peu près en laissant du mou pour avoir à peu près la longueur qu'il me faut. Voilà. Ici, je mets un marquage. Je relève la longueur que j'ai définie. Donc là, on est à 75 cm. 750 mm. PTFE, raccord 45 degrés femelle. Et là, on est en AN8. Enfin, ouais, je connais pas la cote en pouces, donc je lui dis AN8 et Flex Daddy, il comprendra tout de suite que c'est du JIC 9, 16e ou je sais pas quoi, 16e mes couilles. Plus qu'à faire ça pour les 40 millions de durites de la voiture. Je vais faire ça hors caméra parce que c'est juste ultra chiant. Tous les plans de mes durites custom, évidemment, on n'est pas des amateurs, hein, il y a 2 pages recto verso à chaque fois. Plus qu'à envoyer ça à Michael, lui souhaiter bonne chance et à dans 2 semaines. Gousi, gros pompounet. Je suis en méga dépression parce que je dois finir mon projet pour fin avril. Il faut que la voiture elle démarre et qu'elle soit sur ses roues. Et allez, ce pompounet. Il faut qu'en fin avril, il faut que la voiture soit sur ses roues et qu'elle démarre. Et il y a tellement encore de merdier à faire. Je dois retomber le berceau arrière, restaurer le pont. Je dois commencer le faisceau électrique, moteur et de la voiture et le CAN-bus et tout le bordel. Et j'ai même pas commencé encore. Je suis dans la méga sauce. Parce qu'en fait, la vérité c'est que je déménage. Je vais déménager et je dois bouger la voiture. C'est une bonne nouvelle pour la chaîne, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que ça tombe mal et j'ai pas réussi à avancer assez vite. Bref, on y retourne. Regarde bien Mario. Ça, c'est ce qu'on appelle un turbodome. Tu vois, ce turbo, il vient d'un Iveco, d'un camion qui m'a été envoyé par un abonné. Je te laisse imaginer la gueule de la petite meuf chez Mondial Relais quand elle est allée me chercher le colis dans son entrepôt et porter son poids, la pauvre. Du coup, ce magnifique turbo, l'abonné a essayé de le vendre, sauf que personne n'a voulu l'acheter vu qu'il est trop gros. Mais enfin bref, là n'est pas la question, ce turbo va falloir que je lui trouve plus tard une utilité. La question est de savoir qu'est-ce que font les constructeurs de camions pour rendre leur montage fiable. Et ben je vais te montrer. Regarde la descente d'huile du turbo. Bon, non seulement elle est absolument énorme, mais en plus elle est montée en rigide jusqu'à passer la zone de température. Et là, ici, dans cette zone, il fait un peu moins chaud, et là tu peux partir sur une durite normale. Bon, je dis pas que c'est ça qui fait la fiabilité d'un camion, mais toutes ces petites choses, mises côte à côte, ça fait un montage fiable. Moi, je suis pas plus malin que les autres et je m'inspire de ce qui fonctionne vraiment. Et en plus, on va faire de la récupération. Là, j'ai un bout de tube en aluminium. Ici, j'ai une espèce de flange de turbo que j'avais usiné, je sais plus pourquoi. Comme ça et comme ça, on va souder ça ensemble et on aura notre descente de turbo. La descente de turbo custom rigide et fabriquée. Il y a juste une petite information que je dois vous donner.
Ici, d'origine, il y avait un joint chinois, tu vois, les Chinois ils s'emmerdent pas. Ça là, ça ne tient pas à la température et ça ne tient pas dans le temps. Donc j'ai remplacé ce joint, j'en ai recommandé un custom en FPM, aussi appelé genre Vuitton. Voilà, comme ça c'est solide. Là tu vas me prendre pour un fou avec mes histoires de joints toriques, donc petit cours sur les joints toriques. Là tu vas peut-être te dire que c'est bon, le mec il abuse, il psychote, un joint torique. C'est tous les mêmes, tu mets un joint torique, que ce soit là ou là, ça sera tout pareil. Pareil pour les durites, que ce soit du gasoil, de l'huile hydraulique, de l'éthanol, une durite, c'est une durite. Et bah figure-toi que pas du tout. Pas du tout, et je te dis ça par ma propre expérience, parce que j'ai déjà monté des durites agricoles standards sur des circuits d'éthanol. Ça gonfle, ça pète, ou alors ça sèche, ça fissure. Donc dans tous les cas, il va se passer des dingueries. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi. Il y a des compatibilités chimiques à respecter. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je crois que le joint il a un problème là. Complètement gonflé. Waouh. Tu te douterais pas que ça c'est le joint d'origine, neuf, racheté, et ça c'est ce qu'il est devenu après être mis en contact du mauvais produit chimique. Et en plus il est devenu super mou, et il a fait 2 fois sa taille. Voilà. Je suis pas un boss dans le domaine, mais je te vulgarise un petit peu ce que je connais, ce que j'ai déjà vécu, et grosso modo, dans l'automobile, tu as 3 types d'élastomères qu'il faut que tu connaisses. Il y en a bien plus que ça, évidemment, mais bon, je te parle ce que tu verras dans l'automobile. Le NBR, c'est le moins cher, le plus classique. Tu vas en magasin agricole, tu achètes de la durite ou sur Autodoc ou peu importe. Ça sera du NBR. Tu pourras la monter sur du gasoil, tu pourras la monter sur de l'huile, mais tu ne pourras pas la monter sur des circuits à l'éthanol. Et pareil, tout ce qui est huile très très chaude et produits très très chauds, évite le NBR parce que ça résiste à 100 degrés, pas plus. Ensuite, tu as le FPM, aussi appelé le Vuitton, qui est un petit peu plus raffiné. Et ça, je m'en sers pour tout ce qui est circuit carburant. Éthanol notamment. Donc régulateur de pression d'essence, filtre à essence, pompe, machin, joint de pompe, etc. J'y mets du FPM. Pareil, je mets du FPM quand il y a de l'huile très très chaude. C'est-à-dire sur mon retour de turbo, comme je t'ai montré tout à l'heure, le retour, l'huile elle va être brûlante, ultra brûlante. Donc FPM, ça tient 2 fois plus en température. C'est pour ça que je vais mettre ça. Et ensuite, tu te dis peut-être que tu peux monter n'importe quoi sur ton circuit de refroidissement. Eh bien pas du tout. Merci Flex Daddy, parce que c'est lui qui me l'a appris. Moi je pensais monter ça. Et il m'a dit non Michel, ça le grignote, ça le bouffe. Ça tient. Genre peut-être 1 an, tu vois, mais au bout d'un moment, ton truc il va se bouffer et ça va fuir. EPDM, tout ce qui est acide, tout ce qui est liquide de refroidissement, avec des trucs chimiques bizarres dedans, des glycols et des conneries, et tout ce qui est surtout liquide de frein. Évite ça et tu mets de l'EDPM. Donc voilà, j'espère que ce petit cours t'aura été utile à pas te satelliser sur une piste ou sur un bord de route parce que tu as une durite qui a lâché, ou un joint torique qui a lâché. Réfléchis bien à tes circuits et n'oublie pas, monte pas ce que tu as dans un kit AliExpress. AliExpress c'est bien, mais c'est des produits qui sont non aboutis. Les Chinois, ils mettent ce qu'il y a de moins cher dedans, donc forcément ils viennent tous avec des joints à NBR et des fois ça craint de ouf, notamment sur les circuits d'éthanol ou d'huile chaude. Enfin bref, voilà. Alors je m'excuse tout de suite, c'est pas parce que tu me vois écumer, c'est-à-dire enlever le cum d'une soupe de canard improvisée avec des restes qui sont en train de fermenter dans le frigo, que je suis en train de faire une interlude cuisine. Pas du tout. Très clairement, j'ai des bourdons printaniers qui commencent à nicher dans les ailettes de mon turbo et mes orifices mécaniques, tu vois. Donc ça fait 1 an que la bagnole est sur chandelle. Faut que ça démarre, faut que ça roule, là j'en peux plus, je suis en craquage mental, donc pas d'interlude cuisine, désolé, on fera ça quand la voiture démarrera. Maintenant on va parler du refroidissement de l'huile moteur. Alors j'ai toujours dit dans mes vidéos que je suis pas un grand partisan des radiateurs d'huile.
Tout simplement parce que la plupart des radiateurs qui circulent sur le marché, c'est des AliExpress rebrand. Non seulement ça sert quasiment à rien, mais en plus ça apporte une non-fiabilité à ton système. Tu sais, tu déportes ton circuit d'huile qui est vital pour ton moteur, tu le fais aller dans un truc de manufacture incertaine, qui à un moment va fuir ou va te faire une dinguerie, et du coup, je suis pas un grand fan de ça. Moi, je suis un grand fan des modines. Ce qu'on appelle les modines, c'est ça, une espèce de plaque sandwich comme ça. Celle-là, elle est d'origine, en fait, tout simplement du constructeur, donc elle est 100% fiable. C'est un radiateur qui va prendre l'eau de ton refroidissement et qui va refroidir ton huile. Alors moi, j'aime bien ça, sauf que ça, c'est parfois pas suffisant. Là, dans mon cas de figure, c'est tout petit. Tu vois, c'est pas ça qui va refroidir mes 500 ou 700 chevaux qu'il y aura plus tard. Je suis obligé de passer par la case radiateur d'huile et pour ça, c'est un investissement parce qu'il faut être malin. C'est-à-dire acheter vraiment de la qualité et la seule et unique marque qui en vaut le détour, c'est Cetrab. Je suis absolument pas sponsor par Cetrab, mais la réalité est que c'est les seuls radiateurs qui servent à quelque chose, qui sont ultra efficaces. Tu vois, contrairement au modèle chinois, cette matrice est super efficace. Les maillons se chevauchent en fait et c'est dense. Donc j'ai un premier radiateur pour la boîte de vitesse qui va venir être casé ici quelque part. Comme ça, il va falloir que je fabrique une fixation et j'ai aussi chopé un slimline. Alors les slimline, tu vois, ils sont super longs mais pas forcément larges. Ça va me permettre en fait de le caser ici comme ça devant le pare-choc. Donc en plus de la modine d'origine que j'ai remontée, j'ai pris une plaque sandwich thermostatique de la marque Mocal. Donc c'est une très bonne marque qui a été reprise partout sur AliExpress. Mais j'ai absolument pas confiance aux copies chinoises. Donc Mocal sur GT2i, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Pareil, la boîte de vitesse, elle travaille en pression d'huile. Donc cette huile, elle surchauffe et il faut la refroidir. Tu vois, là j'ai des sorties et il me faut un thermostat. Mais alors pourquoi acheter des thermostats Mishimoto à 100 balles alors qu'on en trouve à 5 € d'origine BMW en Lituanie? Et ouais, le rat. Donc forcément, j'ai pris celui à 5 € en Lituanie. Le seul souci, c'est que là, il n'y a pas de raccord. Donc, on va souder des raccords comme ça en aluminium. C'est pour la science. Si ça marche pas, eh ben, vous le saurez. Putain, qu'est-ce que je déteste ces vieux circlips de merde. Oui. Ça, c'est dégagé. On peut maintenant souder. Quitte à passer une journée de merde, à souder des trucs de merde, autant y aller à fond, tu vois. Et j'en ai profité pour souder aussi mes kits de sortie d'eau chinois. Donc ça, c'est des pièces chinoises AliExpress, ça m'a coûté genre 25 € pièce, tu vois. L'usinage est magnifique. Franchement, il est impeccable. Tu te demandes comment les gars ils peuvent bosser pour si peu cher. Mais la réponse, c'est que les trucs chinois, je le dis toujours, la base est bonne, mais le produit n'est pas abouti. C'est-à-dire que si tu le montes tel quel, c'est de la merde, ça va pas marcher. Mais la base est bonne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement tout modifié à ma sauce. Tu vois, j'ai tout soudé. Tous les raccords tout pourris qu'ils avaient mis d'origine, avec des joints toriques tout pourris qui donnent ça au bout de 2 semaines seulement. Donc ne monte jamais des joints toriques chinois. J'ai soudé un raccord AN6 ici pour faire partir le refroidissement du turbo. Donc l'eau, elle va sortir par là. Ici, j'ai taraudé, j'ai soudé, j'ai fileté pour avoir un tuyau d'évape. L'évape, en fait, c'est le débuleur au point le plus haut de ton système de refroidissement. C'est là que les bulles elles vont se former et que ça va partir dans ton bocal par le haut pour débuller ton circuit. Tiens, pour illustrer, c'est ça l'évape. Ici, au point le plus haut de ma culasse, j'ai un petit téton qui part dans un tuyau qui fait le tour de ma baie et qui rentre au point le plus haut de mon bocal. Toutes les bulles du circuit de la culasse, elles sortent par là. Et comme ça, tu as un système qui est plus efficace parce que les bulles, elles conduisent pas bien la chaleur. Voilà, bon, c'est facultatif, hein, je vais pas te mentir, c'est totalement facultatif. Mais je suis maniaque. Encore un truc qui casse les couilles, il faut que j'en parle parce que ça va intéresser tous les gens qui vont monter des cas en propulsion. Tu vois d'origine la sortie de la pompe à eau. Ici, on a les radiateurs et tout ça en face de la baie moteur. Et la sortie d'eau, elle part en arrière. Et là, en fait, tu as le support moteur. Donc la pompe, elle part dans le support moteur alors que le radiateur, il est là-bas. Forcément, c'est pas bon. Il faudrait que la sortie d'eau soit
dans ce sens-là. Donc il faut qu'elle soit comme ça. Tu vois bien ma gueule. Tu vois bien ma tête de pince monseigneur. Évidemment que je vais pas mettre 300 balles dans un kit à la con. Tu le plaques à l'envers. Tu t'usines une plaque comme ça par-dessus. Et j'ai pas besoin de faire de plaque d'interférence ou je sais pas quoi. J'ai juste à fabriquer ce genre de truc qui vient plaquer tout autour. Et ça donne ça, tu vois. C'est tellement beau. C'est tellement pas cher. J'ai presque envie de chialer. J'ai fixé la platine qu'on a soudée tout à l'heure. Il faut aussi que je fixe celle-là, qui est mon bypass. Le bypass, si tu sais pas ce que c'est, note ça bien parce que c'est extrêmement important. Un circuit de bypass, c'est un tuyau ici qui permet de faire circuler l'eau entre ton haut moteur et ton bas moteur en boucle fermée. C'est-à-dire que tant que l'eau est froide, tant que le thermostat n'est pas ouvert, l'eau doit circuler comme ça entre ton moteur et ton moteur. Donc ça fait comme ça. Dès que le thermostat il ouvre, l'eau elle va impliquer le radiateur et ça va ouvrir le circuit et bosser comme ça. Je le dis parce que je vois des gens qui suppriment les tuyaux de bypass parce qu'ils voient des tuyaux qui comprennent pas à quoi ils servent et du coup ils se disent du coup ça sert à rien, il faut alléger la caisse et du coup on supprime les tuyaux. Ce qui est complètement con comme raisonnement parce que les durites elles sont là pour ça. Le fait de supprimer ton bypass, de le bloquer, ça fait que ton eau est stagnante dans ton moteur. Donc non seulement ton moteur il met du temps à se mettre en température, mais le pire c'est la cavitation de la pompe. C'est-à-dire qu'en fait la pompe elle va tourner, pleine balle, elle va tourner et va claquer de l'eau stagnante. Et si tu te dis on s'en fout, elle est faite pour ça. Non, si tu veux te mettre à la place de la pompe, monte à 10 mètres d'altitude à la piscine, sur la rampe, et saute en faisant un plat. Saute à plat ventre de 10 mètres d'altitude. Tu vas voir comment ton bidou il va se sentir. Tu vas voir comment tu vas exploser en contact de l'eau. C'est comme frapper du béton. Donc en fait, c'est ce qui arrive à chaque pale de ta pompe si tu bloques le bypass. En plus de cette histoire de bypass, c'est très important de comprendre le sens de circulation d'eau dans ton moteur. En fait, les pompes en général, elles se situent en bas. Elles crachent l'eau, elles la poussent dans le moteur. L'eau monte dans le moteur et ressort au point haut de la culasse pour repartir au point haut du radiateur. L'eau chaude, ici, elle va refroidir et retomber pour ressortir froide en bas et se faire sucer, aspirer dans la pompe. Donc à partir de là, tu comprends que tout ce qui va dans la pompe, c'est une aspiration. La pompe l'aspire. Et tout ce qui est poussé dans le bloc et qui ressort dans le bloc est un refoulement. À partir du moment que tu as compris ça, tu peux te permettre de tirer des alimentations d'eau. Par exemple ici, au point haut, je sais que c'est un refoulement. Donc là, je refoule l'eau qui va aller refroidir mon turbo. La flotte, elle va rentrer dans le turbo, remplir le turbo et se faire réaspirer ici, dans la pompe. C'est là que tu vois que j'ai percé ici pour mettre un raccord, justement, pour le retour de flotte. Allez, on va dire 50. Putain de casse de merde, je vois rien. Putain, mais vivement que j'ai un atelier. N'empêche que ça, c'est une Fury Cup. C'est le meilleur truc qui soit tombé du camion de toute ma vie. Merci Christophe Lagarde. Incroyable, c'est incroyable. Et surtout pas de gaspillage sur les électrodes. Charte Dura, article 6, les consommables c'est jusqu'à l'os. Vas-y c'est bon, ça fera le taf. Plus qu'à remonter. Tu sais quoi, finalement on est seulement une semaine plus tard. Et le Flex Daddy de chez Flex Hydro là, il était beaucoup plus chaud que prévu. Donc en fait, tous les flexibles sont déjà arrivés chez moi. Et on va voir à quoi ça ressemble. Huile de turbo. Ah, en plus, il m'a mis des petits sachets, c'est magnifique. Huile de turbo. Radiateur d'huile.
Il m'a mis un petit drapeau, c'est trop gousi. Merci encore Flex Hydro et le daddy, le Flex Daddy, Michael, pour m'avoir fait toutes les durites à un prix de michetonneuse. Flex Hydro, c'est une entreprise qui est vers Bordeaux. Mais bon, tu vois, je leur fournis des plans. Même si je suis à l'autre bout de la France, bah, y a pas de souci, hein, ils te les envoient. Mais tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit c'est beaucoup moins cher que les raccords à N. Alors si j'avais tout fait en raccord à N de qualité à 30 ou 40 balles le raccord, j'ai calculé, j'en ai pour genre 2400 € de matos ici. Alors je leur ai demandé les prix publics et c'est beaucoup plus cher que ce que je m'y attendais. Pour la main d'œuvre et le matériel, bon c'est une qualité incomparable, mais il y en a pour 1600 balles ici de matériel, tu vois. Pour être transparent, t'attends pas à que ce soit donné. Mais là, d'un autre côté, t'auras jamais autant de durites et de pièces sur mesure que moi j'ai sur ce véhicule. Mais pour autant, ouais, la qualité est incomparable. Regarde, là je t'ai sorti un AN10, mon retour de turbo. Ça, c'est du téflon tressé à l'intérieur. Et là, tu peux te dire, c'est tout raide. Bah non, regarde l'angle de courbure. C'est ultra souple et tout est serti et fait pour des pressions qui sont monstrueuses. Donc ici, en fait, il n'y a rien qui va fuir et tout qui va être éternel. Je vais ouvrir tous les petits paquets et je vais tout monter. Ouais, regarde ça aussi. C'est ultra souple. Avec des passages de pelleteuse. Ça me bute. Et un autre truc que je me permets de vous épargner, c'est tout le circuit de freinage de merde. Alors là, tu vois, j'ai tout refait. Vu que le Master Vac, c'est plus le même, j'ai dû rajouter un régulateur, un répartiteur de freinage. Donc j'ai pris du OBP, comme d'habitude, GT2i, code promo, tu connais. Pourquoi j'ai pris celui-là, j'en ai aucune idée. Concrètement, j'y connais rien en répartiteur et je sais que celui-là, c'est ce que tout le monde monte et qui disent que c'est bien. Donc, je l'ai monté ici. Le mieux, c'est de le monter dans l'habitacle. On va pas se mentir, mais flemme. J'ai refait toutes les durites de frein, vu que, comme je te dis, le Master Vac, c'est plus le bon. Il n'y a pas les mêmes sorties, pas au même endroit, etc. Donc, toutes mes durites custom qui partent à l'arrière. J'ai mis des T pour répartir, parce que là, t'as que 2 sorties. Enfin, bref, voilà. J'ai fait un freinage tuning custom. Et puis, bah c'est chiant, c'était chiant, j'y ai passé 2 jours, voilà. Et je voulais en profiter pour te présenter mon nouvel outil spécial Ford. C'est la perceuse à 90 degrés. Et vu que je peux pas rentrer la perceuse normale, bah j'utilise ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Quand tu l'as pas, tu sais même pas que ça existe, et quand tu l'as, bah tu te rends compte qu'en fait tu l'utilises tout le temps dans tous les petits coins de merde. Et je me suis même fait des forêts courts. Tu vois les forêts que je casse, bah je les raccourcis, je les réaffûte et je me fais des forêts courts. Je rentre ça là-dedans. En plus le mandrin il est super profond. C'est toujours très agréable. Et ça me fait une petite perceuse gousi. On a aussi la pompe de direction assistée, tu vois, elle est là en hauteur. Donc moi je trouve que c'est super sexy parce que quand ça va tourner, on aura l'impression qu'il y a un compresseur volumétrique alors qu'en fait non, c'est juste une putain de pompe de DA. J'ai acheté un raccord là pour le port de sortie d'huile sous haute pression. Là il y a genre 80 bars, donc c'est absolument monstrueux. J'ai acheté un raccord sur AliExpress, donc déjà à l'intérieur, je sais pas si tu vois, mais il y a du scrap, donc on va l'enlever. Et la toute première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est qu'on va changer le joint, petit joint en FPM. Et ensuite, on lui met un petit raccord de pelleteuse à 90. Donc là, normalement, c'est genre du non, c'est du AN8 qui sort en AN6 ou un truc comme ça. Là. Voilà. Petit raccord de pelleteuse des familles. Et boum. Voilà. Et ensuite, on a la durite haute pression. Donc, tu vois la différence. Hein, celle-là, elle est pas en téflon tressé. Elle est en raccord hydraulique de vérin. Et donc là, on a un 90 court. Tu vois, parce que les autres, ils sont un peu grands. Comme ça. Et ensuite, ça va partir sur le côté pour alimenter mon vérin. Là, ouais, je lui mettrai un petit raccord AN soudé là, et puis ça sera nickel. J'ai sorti le tuyau d'alimentation de la direction assistée, le tuyau haute pression. Là-dedans, il y a genre 80-90 bars.
Le tuyau fait 1 mm d'épaisseur et il faut que je lui soude un raccord AN6. Autant te dire que là, je fais parmi les soudures les plus hardcore de ma vie. Yeah boy. Oui, certes, j'ai complètement atomisé mon froc à 2 € en promo chez Super U, mais le travail est effectué. Et plus qu'à remonter cette merde. La petite braquette, la petite vis, comme toujours accompagné de mon petit branliquet spécial Ford. J'adore ce cliquet. Oh non! Oh putain! Tu sais quoi, ça commence réellement à me taper sur le système, ces putains d'histoires de direction assistée. J'ai l'impression que les DA, ça va être ma putain de kryptonite. Ça va être un running gag sur ma chaîne. La dernière fois, je l'ai encore en travers de la gorge, hein, quand j'ai bossé sur la Fista et qu'il y avait une espèce de raccord avec un PTFE claqué dedans, avec une goupille one shot que tu peux pas enlever, tu peux pas remplacer et que, quoi que tu fasses, ça va fuir. Et bah là c'est pareil, mais c'est différent. Ici le système, tu vois, c'est juste une vis avec un Y qui le plaque, qui retient ce truc pour pas qu'il pop et qu'il se barre. Donc c'est encore une nouvelle merde, tu vois, une nouvelle merde. Alors que tu peux juste mettre une vis avec une étanchéité plane. Si la vis est foire, tu la changes. Bah non, parce que ces connards d'ingénieurs, entre deux pauses café, deux petits chantiers 5S et un petit lean management, eh ben ils se disent ils vont faire une réunion corporate pour faire du brainstorming. Et du coup ils se disent oh les gars, oh venez on fait des trucs exotiques. C'est du cupro-nickel qu'il faut braser en fait, ça ne se soude pas comme ça. Donc il faut braser à l'argentique ou un truc comme ça. Bref, nique sa mère, ça c'est poubelle. Ok, update, j'ai usiné cette pièce exactement comme d'origine, tu vois, avec la gorge pour le joint torique. Ça maintenant on est sûr que c'est de l'acier standard, donc on va la rentrer dans le fiac de ça. Et on va le souder de façon standard. Après moult souffrances psychologiques, la haute pression de la DA c'est fait. En plus cette belle durite rouge là m'excite. Et là c'est mon retour de DA basse pression. Alors j'ai tenté un truc, est-ce que c'est du génie ou complètement débile, je sais pas. Pour refroidir mon huile de direction assistée, je la fais partir dans le port d'huile de mon radiateur de Land Rover. Alors j'ai pas osé mettre mon huile moteur à 7 bars là-dedans, dans ce truc chinois tout pourri. Ça se trouve il pète et je suis dans la merde. Mais par contre, la DA, en vrai il n'y a pas de pression. Et en vrai, au pire, je perds la DA, c'est pas non plus la fin du monde. Donc là, ça va repartir dans mon bocal. Enfin, ça va repartir virtuellement parce que j'ai oublié de mettre la durite. Hors caméra, j'ai tout durité en dessous de la voiture. Donc on voit rien, mais ça passe de façon très sneaky, très sexy. Là-bas, au-dessus du réservoir, là, j'ai percé pour faire passer les tuyaux vers le réservoir tampon. Ah, du shrap brûlant dans la bouche. Pareil, côté pompe externe, c'est fixé, alimenté avec de la durite spéciale éthanol Series, je sais plus combien. Donc ça, c'est la lime de la pompe qui envoie dans le tampon. Ça, c'est le retour du tampon. Blablabla. Petit réservoir Tampax monté comme ça, dans un angle mort, dans un petit coin en sneaky. Tu vois, il prend pas trop de place. C'est slipper. J'adore. L'arrivée et le retour qui arrive sous la caisse comme ça, dans la baie moteur. Ça arrive en AN8. Dans un T, double AN6. Boum dedans, qui repart dans ma rampe. Boum dedans, double pénétration pour ne pas avoir de chute de pression en bout de rampe. Comme ça, tu vois, tu alimentes de chaque côté. Le retour, pareil, AN8 qui repart. Boum dedans, dans le régulateur. Et lui, il recrache dans le tampon derrière. Boum dedans. Donc voilà, tu remarques que j'ai fait arrivée à N8, retour à N8. Tu aurais pu me dire, ouais, mais du coup, tu peux faire le retour plus petit parce que tu as moins de carburant qui repart. J'ai failli le faire parce que je le vois souvent, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, complètement une idée de merde. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, tu as un véhicule hautement merguezé, mais c'est pas pour autant que tu es pied au plancher tout le temps. C'est-à-dire que dans la plupart des conditions, tu es en cruise, c'est-à-dire que ça consomme rien. Tout ce que tu lui fais engloutir à l'arrivée va être recraché dans le retour. Et si tu fais une restriction sur le retour, et ben en fait ton diamètre limitant, c'est le retour. Donc,
même diamètre, arrivée-retour, tout pareil. Pas de restriction, pas de surchauffe de carburant, pas de problème de régulation de la pression. Boum dedans. J'aime bien aussi les petites durites de tracteur comme ça. Ça donne un petit style rustique, tu vois. T'as exactement les mêmes sur ton Caterpillar de chantier. Solénoïde de turbo installé sur cylindre bloc. Parce que ça, quand ça tourne, ça fait zzz, c'est insupportable. Descente de turbo, magnifique. Ici, on a le piquetage d'huile de turbo qui part sur une durite custom et sur le régulateur de pression et qui repart dans le turbo. Évidemment, là d'origine, tu as un restricteur. Moi, je l'ai repercé en 3 mm parce que du coup, tu n'as pas besoin de restricteur. Donc voilà, tu fais juste un raccord en le reperçant dedans. Top 1 des épisodes les plus chiants que j'ai fait de toute ma vie. Véridiquement, je suis au montage là et je me rends compte que la vidéo, elle est bâclée et décousue. En fait, elle est aussi décousue que tous les sujets abordés dans cet épisode, mais des sujets qui sont extrêmement importants en fait, mais qui sont ultra peu enrichissants. En fait, on est tous les mêmes. On fait le swap mécanique, on se dit c'est bon, le moteur il est dedans, on a quasiment fini, le projet il roule. Pas du tout. Quand tu as mis le moteur dedans, tu as fait le plus simple. Parce qu'en fait, c'est là que les gens ils lâchent le plus souvent, c'est sur la fin, sur les finitions. J'ai commandé 200 balles de joints toriques. Tous ces putains de trucs de merde, ces joints, ces courroies, ces cylindres blocs, ces connecteurs électriques, à chaque fois que t'as pas le bon, tu dois repayer 10 balles de frais de port et genre 1 euro la pièce. Les joints toriques, tu peux les mesurer, mais en fait tu peux pas les mesurer parce que c'est souple, c'est flexible et en plus il faut les commander plus petits que ton diamètre sur lequel tu veux les mettre parce qu'il faut qu'ils soient un peu serrants. Donc plus ton joint est grand, plus il faut commander quelques millimètres de diamètre en dessous, mais tu sais pas combien, tu sais pas de combien il va s'étirer. Donc en fait, 200 balles de joints toriques, de trucs, tu commandes, t'essayes, c'est pas bon, tu commandes, t'essayes, c'est pas bon. Ça tape sur le système. Dites-vous aussi que je vous ai épargné ça en vidéo, hein, j'ai pas filmé, de toute façon j'étais pas d'humeur, mais j'ai dû retomber tout le train arrière et le pont. J'avais oublié de faire plein de trucs dessus, j'avais oublié de changer les cylindres blocs, j'avais oublié de changer les joints spi, etc. Et capteur pété, tout est pourri par la rouille. Du coup là je dégage les cylindres blocs, oh là là, je suis tellement fatigué. Je dégage les cylindres blocs tout pourri d'origine, tu vois, regarde. Fossilisé par la rouille, complètement désintégré. Pour info, ça c'est l'état dans lequel j'ai récupéré les joints spi d'origine. Voilà, désintégré par la vie, vraiment. Et du coup, je le monte en polyuréthane. Là, c'était facile parce que j'y ai passé 2 heures avant pour préparer le terrain en les défonçant pour les replier et décoller de la rouille. Là, il y a des couches de rouille, mais c'est... Regarde. Dans un monde parallèle, on m'appelle Michel-Ange. Et en redémontant l'arrière pour la 3e fois, j'ai constaté une merveilleuse surprise. Ça, tu vois, c'est les points d'ancrage du berceau. C'est les 2 seuls points d'ancrage, celui-là et de l'autre côté là-bas. Et mon berceau, là, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Il y a rien. Il est mort. Je sais pas quoi faire parce que là, je fais un tir et tout s'arrache. Hello. Maintenant, écoute-moi bien, petite pute. C'est pas cette année que tu me tueras. Et puis, bien sûr, tu connais le jingle. C'est Ford. Au moment du remontage, tu remontes ton berceau. Les triangles, tu te dis, tu les mettras un par un après avoir monté le berceau. Logique. Bah non, parce qu'il y a 2 vis de triangle que tu ne peux pas mettre si tu as mis le berceau sur la voiture. Donc, en fait, il faut enlever le berceau, mettre les triangles et tout monter ensemble. J'ai fait appel aux alcooliques les plus motivés que je connaisse. Il n'y a pas de triangle sur une Syrah. Tu vois, en fait, tu as une biellette, là comme ça, comme sur les 205, et tu as la barre stab qui fait à la fois triangle et barre stab. C'est un bras tiré, quoi, ton truc. Sauf que pour mettre en tension cette énorme barre stab, sangle pour tirer, pour rapprocher. Oh, allez. J'ai entendu. C'est un enfer. En vrai, le train arrière, en fait, c'est pas si chiant que ça quand tu réfléchis. Ovid, si un jour tu me redemandes de travailler sur ta Ford,
Bah, je suis malade. Je me suis cassé une jambe la veille, c'est con hein. Et même Thomas et Loïc, à la fin, ils sont finis dégoûtés de la mécanique. Et en parallèle de ça, eh ben, je prépare un déménagement. Donc comme je vous disais plus tôt, je peux plus vivre comme ça, travailler dans ces conditions. L'autre jour, il y a le putain de chat des voisins qui a pissé dans mon casque à souder. Je l'ai mis sur la tête le matin pour souder. Il y a de la pisse qui m'a coulé sur le front. Je peux plus, j'en peux plus. Donc déménagement, nouvel atelier dans un vieux corps de ferme. Et ça veut dire coulage de dalles, machin, mes couilles, enfin voilà, il y a du taf. Et surtout, déménager toutes mes merdes. Il y a aussi le pompounet qui est tombé malade, donc veto plus traitement. Et là, je sais pas, il a l'air d'aller mieux, mais si tu regardes son œil, il y a des bulles, il y a de la mousse dans son œil. Donc il doit y avoir un coryza, une petite dinguerie. Donc le pauvre pompounet, il est sous antibiotiques. J'espère qu'il ira mieux. Gousi, 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 le pompounet. On tape là où ça fait mal. Analyse des coûts. Cette vidéo m'a coûté seulement 1000 €. Je dis seulement parce que si on enlève tous les avantages de sponsor et d'influx voleur que je suis, il y en a pour plus de 3000 € de matos. Sachant que, vous me connaissez, je fais toujours au moins cher, à mon avis fiable. Tu vois. Donc oui, on peut en avoir pour moins cher. Mais si ça casse, c'est un prix qui est absolument déraisonnable, mais c'est la réalité du tuning. Balancez pas tout direct dans le moteur, parce que tout ce qu'il y a autour, ça coûte encore plus cher. Prochaine vidéo, faisceau électrique. Probablement le faisceau électrique le plus hardcore que vous verrez de YouTube, parce que j'ai déjà la boîte automatique, mais surtout j'ai mis tellement de capteurs, tellement de boutons, tellement d'informations que cette carte-là, la Maxo CU Race, j'ai tout rempli. Il n'y a plus un seul fil qui peut être attribué quelque part. Et il a fallu que j'achète une extension CAN, c'est-à-dire que je rentre des infos par le CAN qui ensuite vont rentrer là-dedans, donc comme un calculo secondaire sur les véhicules modernes. Bref, une horreur. Mais je m'engage, prochaine vidéo, la voiture elle est sur ses roues, la voiture démarre et la voiture roule. Prochaine vidéo fin juin. Oui, fin juin. Je suis désolé, accordez-moi une petite pause parce que de 1, déménagement, de 2, fabrication atelier, de 3, vacances. Ça fait des années que je m'arrête pas. Donc j'en peux plus et fin juin, on casse tout, mais genre tout.